Bonjour, je suis Diane Desposito, je suis consultante en créativité et innovation. Donc là, je voudrais faire un petit live sur des questions qui m'ont été posées par rapport à la gamification. Le jeu au travail pour répondre à des objectifs de management interne. Là, on me dit comment intégrer un système gamifié ou un jeu dans un environnement de travail pour pouvoir répondre à des objectifs de management et de communication interne. C'est la problématique que je vais traiter aujourd'hui. Donc il y a certaines limites et risques à son application. Donc c'est assez intéressant de connaître à la fois mon point de vue ou les points de vue des experts à ces solutions qui sont basées sur le jeu, notamment sur les points de friction et des solutions qu'on peut préconiser. Donc aujourd'hui, ça peut s'adresser à plusieurs structures qui ont besoin de gamifier leur process, que ce soit recrutement, formation, etc. Par exemple, la première question, c'est certains collaborateurs sont sceptiques vis-à-vis de l'application de mécanismes de jeu en entreprise, donc ils la rejettent parce que le système est imposé par leur hiérarchie. Ça peut être contraire à la définition même du jeu, une activité qui est censée être libre. On me demande ce que j'en pense. Je dirais que la définition du jeu, elle n'est pas bloquée. Comme toute définition, elle est vouée à évoluer avec le temps. Les puristes de la liberté du jeu voient le jeu comme une valeur personnelle et pas comme un outil adaptable. Donc il y a ici un débat entre deux approches distinctes. Il y a l'approche symbolique, donc le jeu qui représente la liberté, et à côté il y a l'approche pratique. Le jeu est un outil qu'on peut détourner. Donc pour moi, le débat n'a pas lieu parce que c'est deux approches différentes qui sont forcément mises en conflit lorsqu'elles sont rapprochées. La valeur et l'outil. Autre question, le terme exploitationware a été employé pour désigner la gamification comme un système qui incite les collaborateurs à travailler plus que ce qu'ils sont rémunérés, notamment pour les jeux de mise en compétition des collaborateurs. Je répondrai que tout part de l'intention du commanditaire, comme de celle des collaborateurs. Tant que tout le monde a conscience des intentions profondes des uns et des autres, et font les choses en conscience en gardant leur libre arbitre, il n'y a pas de problème à faire un peu plus que ce qu'on est payé, si on est heureux et épanoui de le faire, et que tout le monde est d'accord avec ça. C'est une histoire de transparence. Donc, si l'accord est mutuel, qu'il n'y a pas de tromperie et de détournement d'attention envers les collaborateurs, il n'y a pas de problème. Autre question, les enjeux et mécanismes de jeu appliqués en entreprise provoquent une excitation de la part des collaborateurs, notamment par leur effet de nouveauté. Mais cet effet s'estompe avec le temps, car l'habitude et l'ennui sur le long terme s'installent. Comment les entreprises peuvent alors établir une stratégie sur le long terme ? Je dirais que créer plus de nouveautés avec des mini-jeux variés, faciles et rapides, plutôt que des jeux lourds, lents et difficiles, permet d'éviter ce problème. À moins que ce soit un jeu de formation qui n'est joué qu'une seule fois par les collaborateurs, en turnover, et qui n'est pas destiné du coup à être joué. Donc dans ce cas-là, le problème ne se pose pas. Lors de recrutements sous forme de jeu, tels que les escape games, certains candidats, habitués aux entretiens traditionnels, peuvent se sentir frustrés de ne pas s'être exprimés face aux recruteurs, et ainsi avoir eu la chance de dévoiler leur personnalité. Est-ce une solution envisageable pour toutes les personnalités ? Là, je répondrai qu'un escape game n'est pas adapté à tous les profils, puisqu'il ne teste pas toutes les formes d'intelligence. En effet, certaines capacités seraient occultées. Mais il en va de même pour les entretiens classiques, où les personnes qui ont une intelligence verbolinguistique sont bien favorisées. À mon avis, les deux sont très importants et pourraient être combinés ensemble pour un recrutement plus équitable.
Certaines entreprises choisissent d'adopter un système de recrutement et ou d'intégration ludifié. Cependant, l'image décalée, moderne et fun que cela leur donne ne correspond pas à leur culture d'entreprise réelle. Est-ce que les candidats, une fois intégrés, pourraient être déçus par la suite ? Ce qu'on appelle le fun-washing est au jeu ce que le greenwashing est à l'écologie. C'est-à-dire que cela finit par se savoir et ce n'est pas une bonne solution car cela favorise la déception par de mauvais castings. Mieux vaut incarner et refléter la réalité dès le début. Si une entreprise veut une image fun, elle devrait l'incarner totalement et en profondeur dans sa culture d'entreprise. Être vrai et authentique inspirera toujours fidélité et confiance des collaborateurs. Il a été démontré que chaque collaborateur possède une personnalité et une typologie en tant que joueur qui le rendent plus ou moins réceptif aux différents types de jeux et mécaniques de jeu, selon la motivation intrinsèque bien sûr. Comment adapter une solution ludique à l'ensemble des collaborateurs ? Je dirais que proposer plusieurs petits jeux avec des mécaniques différentes pour évaluer un maximum de profils et détecter leurs différentes typologies est une bonne solution. C'est idéal pour les RH si les différents postes proposés découlent des différentes typologies de jeux en conséquence. Lorsque les collaborateurs sont mis en compétition avec un système gamifié ou un jeu, la collaboration et l'esprit d'équipe peuvent être mis à mal. Des comportements et attitudes néfastes pour les relations entre collaborateurs peuvent surgir, induisant une mauvaise ambiance et une baisse de la qualité de vie au travail. Jouer révèle forcément les personnalités. On ne peut pas enlever cette qualité au jeu. Le jeu n'est pas responsable des ambiances entre les collaborateurs, ce n'est qu'un déclencheur. Car ce sont les freins et dualités qui existaient déjà à l'intérieur des comportements des collaborateurs qui sont révélés par le jeu. On dit souvent « in vino veritas ». Est-ce que c'est la faute de l'alcool ou de la personne si cette dernière est violente quand elle boit ? Ça serait la faute de l'alcool si toutes les personnes qui boivent de l'alcool deviennent violentes. Mais il se trouve que certaines personnes le sont et d'autres pas. Cette analogie est un peu insolite, mais ça veut dire que si seulement certaines personnes provoquent des conflits en jouant, est-ce que ça voudrait pas dire qu'elles sont déjà en conflit en elles ? Est-ce que ça voudrait pas dire que le jeu n'est pas responsable d'une mauvaise ambiance, mais un déclencheur d'une mauvaise ambiance qui existerait dans les personnes qui les provoquent ? À méditer. Selon vous, les formations sous forme de jeu en présentiel sont-elles plus efficaces que celles à distance ou l'inverse ? Quels sont les avantages et les inconvénients relatifs à chacune d'entre elles ? Ça dépend du type de formation. Les formations qui nécessitent de gérer du spatial, du rythme, un rythme qui peut être différent en virtuel qu'en situation réelle, du corporel, du langage non verbal, ça n'a pas vraiment de sens si elles sont faites exclusivement en virtuel. À moins que ce soit fait dans un univers qui reproduise la réalité de manière troublante. Ça existe. La 3D, Oculus, les combinaisons sensorielles, il y a des solutions techniques, mais attention, elles sont coûteuses. Des participants peuvent exprimer des réticences à exposer leur comportement au regard des autres lors de jeux de rôle. Qu'en pensez-vous ? Comment y pallier ? Je dirais pas comment y pallier parce que, en fait, ces personnes, elles peuvent avoir peur du jugement. Donc, elles peuvent avoir peur du jugement dans des situations qui ne seraient pas gamifiées. Donc, ça ne ferait que déplacer le problème. Si le métier nécessite de dépasser sa peur du jugement, par exemple des métiers qui impliquent des relations interpersonnelles, on a besoin de personnes qui n'ont pas peur d'incarner leurs émotions et leur authenticité. Elles ont besoin de se former en faisant des ateliers sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. En tout cas, des ateliers qui leur permettraient de transformer leur véritable nature en force plutôt que leur laisser penser que ce serait une faiblesse. Peu de sources disponibles permettent de connaître l'efficacité réelle et la rentabilité d'une opération de gamification interne ou de jeu appliqué en entreprise. Comment une entreprise peut-elle ainsi être convaincue par leur potentiel ? Est-ce qu'il y a des données qui le prouvent ? Sinon, sur quelle base est-ce qu'on s'appuie pour argumenter les effets positifs d'une opération de gamification ?
Je dirais qu'on peut déjà faire des études statistiques, donc les entreprises qui appliquent ces systèmes de gamification peuvent proposer des formulaires de QCM simples pour pouvoir avoir des chiffres et des statistiques d'après les témoignages des participants. On peut les envoyer aux participants juste après le jeu, mais c'était aussi intéressant d'en envoyer un autre 6 mois après, voire 1 an après, afin d'avoir des chiffres sur l'efficacité des jeux sur le long terme. J'espère que ces petites questions ont pu vous éclairer, et n'hésitez pas si vous avez des questions pour me contacter.